Chapitre 18. Démasqué. Gastefrisch, la roncière, vous serez puni pour votre impudence. Rugit une voix derrière nous, celle du grand écuyer. J'arrache la veste des mains de Tristan pour l'enfiler entièrement et y cacher mon bras nu. Mon regard, l'espace d'un instant, plonge dans le sien. Le bleu ciel de ses yeux est devenu bleu-noir d'orage. Déjà mon faucon émerge détaillis sur son destrier aux membres ruisselants de l'eau de la rivière. « Vous n'avez pas entendu la trompe qui vous ordonnait de revenir ?» gronde-t-il, le front cireux couvert de sueur comme s'il transpirait de la bile jaune. « Ou étiez-vous trop occupé à courir après ce cerf qui manifestement vous a échappé ?» Il crache au sol, sa sale habitude pour manifester son mépris. Mais s'il pouvait voir la cicatrice à mon coude, c'est la fureur qui déformerait son visage. J'ai su dès le premier jour ce que vous étiez tous les deux. Des arrogants. Vous pensez que la gorgée du roi vous revient de droit. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous empêcher d'y accéder. Vous m'entendez? Tout. Monsieur, commence Tristan, et mon sang se glace qu'il me dénonce comme roturière, ne serait-ce que pour se rattraper aux yeux du directeur. Mais ce dernier ne lui en laisse pas le temps. Silence, la roncière. Un mot de plus et je vous renvoie de l'école. Quant à vous, Gastefrisch, ne croyez pas que le statut de pupille protège éternellement votre insolence. Vous rentrerez tous les deux sans prononcer un mot, en tête de convoi, tels des condamnés qu'on mène au gibet. Le trajet du retour se déroule dans une atmosphère lugubre, scandée par le martèlement las des sabots. Plus de hennissements ni d'aboiements, les chevaux comme les chiens sont épuisés. Les conversations des équipiers ont cessé. Au milieu de ce silence de mort, à quelques mètres du grand écuyer qui nous suit et nous surveille, il m'est impossible de communiquer avec Tristan. Ce dernier, dépouillé de sa veste, grelotte sur sa monture. Ses cheveux blonds, pendant sur les côtés de son visage, cachent sa balafre et ses yeux. Si mon faucon ne l'avait pas menacé d'exclusion à la moindre parole, je suis sûre qu'il m'aurait déjà dénoncé. Au retour dans la cour de l'école, le grand écuyer nous assigne à rester cloîtrés jusqu'au lendemain, sans déjeuner ni souper, dans 2 chambres aux extrémités opposées de la grande écurie. Madame Thérèse m'entraîne vers ma cellule. Le général Barvock, intendant de l'aile des garçons, fait de même avec Tristan. C'est ainsi que je retrouve la chambre mansardée où j'étais enfermée 2 mois plus tôt. Entre-temps, l'unique fenêtre a été condamnée par d'épais panneaux de bois afin d'empêcher toute tentative de fuite par les toits. La seule source de lumière provient de la petite cheminée où Madame Thérèse a fait jeter des bûches pour que je ne meure pas de froid pendant ma réclusion. Dans une nauséeuse répétition du passé, je m'effondre sur le lit de fer que je pensais ne jamais revoir. J'avais toutes les chances de mon côté, et j'ai tout gâché. Au cours des dernières semaines, j'ai échappé au couvent, à un soudard répugnant, à des vampires en chasse, à la suspicion du roi lui-même. Et tout ça pourquoi? Pour baisser ma garde à cause des beaux yeux d'un pensionnaire que j'étais censée manipuler, à quelques jours des épreuves de la gorgée du roi? Je n'avais pas le droit de me laisser aller. J'ai été faible, j'ai été lâche. Maman, papa, Valère et Bastien, puissiez-vous me pardonner de vous avoir laissé tomber. Comme jadis, je bourre l'édredon de coups de poing jusqu'à épuiser les dernières forces épargnées par la chasse à courre. Alors seulement, pantelante dans la chambre que les flammes parviennent à peine à tiédir, le corps réduit à néant, je m'autorise à penser. Et si Tristan ne parlait pas? Après tout, quand Naoko a découvert les papiers de noblesse de la véritable Diane, elle ne m'a pas dénoncé, au contraire. Elle m'a aidé à les falsifier. Serait-ce folie d'attendre la même indulgence de la part de Tristan? Lorsqu'il m'a serré dans ses bras, je crois que j'ai senti de l'affection. Non, j'en suis sûre. Cette pensée me rassure un peu, mais une autre vient aussitôt l'assombrir. C'était une noble demoiselle que Tristan pensait embrasser, et non une fille du peuple, trompant le monde entier, à commencer par lui. Ah, le doute me torture. Je ne connais pas grand-chose au registre de l'amour. Entre l'exemple de dévotion conjugale un peu figé offert par mes parents et la folie catastrophique de l'idylle entre Bastien et la baronette, j'ai peu de points de repère. J'ai bien connu quelques aventures avec des garçons du village, mais ils étaient trop impressionnés par ma chevelure grise, à moins que ce soit l'érudition de la fille de l'apothicaire qui les ait intimidés. Ça n'est jamais allé bien loin. Je ne réussis pas à me mettre dans la peau d'un amant déçu. Je ne parviens pas à entrer dans la tête de Tristan.
Le dernier regard qu'il m'a jeté, avant qu'on nous sépare, repasse en boucle dans ma mémoire. Qu'est-ce que j'y ai lu? De l'incrédulité? Du doute? De la haine? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le fait d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête me rend folle. Si seulement il y avait un moyen de m'assurer du silence de Tristan, ce serait mon vœu le plus cher. Mon vœu le plus cher. Je répète à voix haute, dans un murmure. La dernière fois que j'ai formulé des vœux, un génie invisible les a exaucés. Mon démon gardien, comme dirait Naoko. Et si je faisais à nouveau appel à lui? En ai-je seulement la possibilité? Maintenant que l'automne est avancé et l'hiver déjà presque sur nous, j'ignore si le reclus de la grande écurie court encore sur les toits. Il n'y a peut-être plus accès, pour peu que le grand conduit de cheminée qu'il empruntait naguère ait été rallumé pour la morte saison. La petite cheminée de ma chambre, elle, crépite doucement. Je balance l'eau du broc pour éteindre les flammes. Le peu de chaleur que dégageait le feu laisse aussitôt la place à un froid pénétrant. Je baisse la tête sous le linteau de la cheminée. Un conduit obscur, d'une 20aine de centimètres de diamètre, monte jusqu'à un petit cercle de jour glacé. C'est bien trop étroit pour que je m'y glisse, mais assez large pour laisser filtrer ma voix. « Ô toi, reclus de la grande écurie, si tu m'entends, empêche Tristan de la Roncière de parler jusqu'à la fin du mois !» Je crie dans le conduit. Mes paroles s'envolent dans la cheminée, éveillant des échos caverneux. Seul me répond le sifflement du vent, tout là-haut. Je me souviens que jusqu'à présent, l'ermite hantant les toits de l'école ne s'est manifesté que la nuit. Il me faudra donc persévérer jusqu'au soir et après, répétant inlassablement ma demande en espérant qu'il l'entende. Et qu'il y accède. Mademoiselle de Gestefrisch ? Oh ! Je prends vaguement conscience de cris affolés résonnant autour de moi. Des ombres de servantes passent devant mes paupières mi-closes, comme gelées. Mon corps est transi lui aussi, insensible aux mains qui le frictionnent. Les ordres de Madame Thérèse fusent dans la pénombre, secs et claquants, comme à chaque fois qu'elle s'adresse à ses subalternes. « Eh bien, ne restez pas plantés là. Aidez-moi à la descendre au 5e, dans le cabinet aux cavales, c'est la pièce la plus chaude. Ravivez le feu. Préparez une tisane de sauge. » On me transporte à travers les couloirs sombres des combles, jusqu'à une pièce aux murs couverts de tapisserie. Ces vieilles tentures aux couleurs passées représentent des chevaux à demi effacés, tordus dans des postures étranges. L'épaisseur de l'étoffe préserve la chaleur du grand feu brûlant dans la cheminée. Là, enfoncé dans un profond fauteuil collé à l'âtre, je sens mes terminaisons nerveuses se ranimer une à une. La gouvernante me scrute depuis le tabouret qu'elle a tiré près du feu, le visage partagé entre l'inquiétude et la colère. « Diane, pourquoi n'avez-vous pas dit aux gardes que votre cheminée s'était éteinte ?» me reproche-t-elle. Je ne m'en étais pas aperçue. Je parviens à balbutier. C'est un mensonge, bien sûr. J'ai passé la nuit à murmurer dans le conduit éteint, au milieu de la chambre glacée, jusqu'à ce que l'engourdissement du froid et le poids de la fatigue me fassent perdre connaissance. D'abord cette rivière où vous vous êtes jeté pendant la chasse à courre, puis cette nuit sans chauffage, vous auriez pu y laisser votre peau et risquer la mienne par la même occasion. Me gronde Madame Thérèse, sa Charlotte à ruban frémissant d'indignation. Qu'aurais-je dit au roi? Nous y voilà. Les bons soins de la gouvernante ne sont pas dus à la crainte de me perdre, mais à celle de subir le courroux royal. Je vais mieux, je lui assure. Il ne faisait pas si froid dans cette chambre. Le feu ne s'est sans doute éteint qu'au petit matin. L'intendante de l'aile des filles pousse un soupir de soulagement. La pupille du roi est sauve, et sa réputation aussi. Je m'efforce de lui sourire, et j'ajoute ingénument. Je me fais davantage de soucis pour Tristan de la Roncière. Hier, il m'a donné sa veste, et il a fait tout le trajet de retour depuis le parc de chasse en simple chemise. J'espère qu'il n'est pas tombé malade par ma faute. Le visage de Madame Thérèse, qui s'était un instant détendu, se durcit à nouveau. Ne m'en parlez pas de celui-là. Il s'est enfui pendant la nuit, comme vous le mois dernier. Nous aurions dû condamner sa fenêtre, comme nous avons condamné la vôtre. Des sauvageons de la campagne, voilà ce que vous êtes. Elle se lève brusquement. Trêve de bavardage. Vous avez repris des couleurs et me semblez réchauffé. Buvez votre sauge maintenant. J'ai fait apporter des habits propres, là, sur la commode. Je vous laisse vous changer, mais faites vite. Vous savez aussi bien que moi que le général Barvock ne supporte pas qu'on arrive en retard à sa leçon. Le cours d'art courtois se déroule comme dans un songe.
J'ai beau voir le général s'agiter sur l'estrade, actionnant ses pinces métalliques pour nous montrer quel récipient choisir pour quelle boisson parmi un assortiment complet de verres en cristal, je n'entends pas ses paroles. C'est comme s'il y avait un espace infini entre lui et moi. Des douleurs m'élancent dans les jambes et les bras, que j'attribue aux courbatures de la chasse. Mon corps me semble tout engourdi. Sans doute suis-je resté trop longtemps près de la flambée. Quant à la migraine qui me mine le crâne, j'ai l'habitude, je ne vais pas en faire une maladie. La seule chose qui compte, c'est que Tristan ait été mis hors jeu, lui, le seul témoin qui pouvait me compromettre. Au déjeuner, le réfectoire bruit de la rumeur de sa disparition, chaque demoiselle échafaudant sa propre théorie. S'est-il enfui pour rentrer dans les Ardennes, lui qui ne cessait de soupirer après son pays natal? À moins qu'il ait tenté de s'introduire au château, comme je l'avais moi-même fait un mois plus tôt. Certaines semblent se demander pourquoi je suis encore là. Poppy en particulier me jette des regards noirs à travers le réfectoire. Elle m'évite depuis la chasse à courre, comme si elle m'en voulait de l'avoir surprise à cracher du sang dans son mouchoir. L'après-midi, tout au long de la répétition du carrousel, le grand écuyer ne m'adresse pas davantage la parole. Il semble avoir décidé que je n'étais même plus digne de ses invectives. À moins qu'il se taise pour laisser la place à la musique. Ces derniers jours, une demi-douzaine de gardes suisses ont été invités sur le balcon aux musiciens qui surplombent la piste. Avec flûte et tambour, ils interprètent le rondeau militaire accompagnant la danse des chevaux. Je me contente de suivre le mouvement général, trimballé par typhon comme un sac de patates au son du rondeau sautillant. J'essaye de me persuader que c'est le trot de l'étalon qui fait claquer mes dents plus fort que les tambours, avant de me rendre à l'évidence. Je grelotte des pieds à la tête. « Tu es toute pâle ?» me fait remarquer Naoko, au moment de la toilette du soir. « Vraiment ? Tu n'as qu'à me remettre un peu de rouge sur les joues avant que nous descendions souper. »« Tu es sûre que tu ne préfères pas te reposer au lit avec un bon bouillon ?» insiste-t-elle. « Tu sembles fiévreuse et, pour tout dire, malade. »« Pas question !» je coasse. D'autant que ce soir, c'est le dernier cours d'art vampirique avant le début des épreuves dans 4 jours. Au fil des semaines, Surage et Lucrèce nous ont enseigné à déchiffrer les millésimes sur les flacons hématiques les plus précieux, à passer le sang en carafe pour le faire décanter avant de le servir aux vampires, à arranger le capiton de soie d'un cercueil pour qu'il soit le plus propice au repos des seigneurs de la nuit. Ce soir, il est prévu qu'ils nous inculquent le soin des chauves-souris, dehors, dans la cour glacée. « À rien ne sert de te préparer pour les épreuves si tu meurs d'une pneumonie avant, » remarque Naoko. « Tu ne veux pas m'aider ? Pas grave. » Je prends le pot de rouge des mains de Naoko et m'en applique une bonne couche sur les pommettes. Mes doigts tremblent de manière incontrôlable en étalant la pâte. La mauvaise conscience ronge mon esprit enfiévré. Je sais que je suis brutale envers Naoko, elle qui ne veut que mon bien. Mais je ne peux laisser personne compromettre mes chances de gagner la compétition. Personne. Je ne parviens à avaler que quelques bouchées de pain au souper. Une affreuse nausée me noue l'estomac. Sous ma robe de brocart, j'ai l'impression que mon corps brûle et gèle à la fois. Je ne sais pas comment je vais tenir le coup pour la leçon d'art vampirique dehors. Mais au moment où je m'apprête à me lever pour aller chercher mon manteau de fourrure, les 2 écuyers entrent dans la salle de gala. Ce soir, le cours aura lieu à l'intérieur. Ils amènent avec eux une 3e personne, une jeune servante rousse, à peine plus âgée que moi, que j'ai souvent croisée dans les couloirs de l'école. Ce n'est pas la fièvre qui la fait trembler, elle. C'est la terreur. « Le soin des chauves-souris attendra », déclare Lucrèce du crève-cœur, vêtue d'une robe de cuir taupe. « Nous allons plutôt faire une démonstration de saignée devant tout le monde. C'est une compétence importante pour qui veut servir le roi. » Elle désigne la servante de la pointe de son index droit, celui qui est enveloppé dans un gantelet de fer. « Cette voleuse a été prise sur le fait, cet après-midi en cuisine, à dérober 1 livre de farine. N'est-ce pas, Madame Thérèse ?» La gouvernante hoche vigoureusement la tête, agitant les rubans de sa charlotte. « Toinette nous a beaucoup déçus, » affirme-t-elle sévèrement. La jeune servante laisse échapper un gémissement de détresse. « Je vous en supplie, Madame Thérèse. Je vous jure que j'aurais remboursé cette farine dès que j'aurais pu. »« Est-ce qu'on ne te nourrit pas assez, petite ingrate ?»« Il ne s'agit pas de moi, mais de ma famille. Comme je vous l'ai dit, mes vieux parents sont malades. Et mon frère, le charpentier, ne peut plus travailler. Il s'est cassé la jambe le mois dernier en tombant d'un échafaudage pendant les travaux d'agrandissement du château. Nous savons, oui, tu nous l'as déjà seriné. » La gouvernante croise les bras sur sa poitrine, implacable.
Plus que jamais, elle m'apparaît comme une traîtresse à sa classe, elle qui s'est hissée du carreta jusqu'à la grande écurie pour traiter les autres roturiers avec plus de mépris que si elle était noble elle-même. Non seulement tu vis au crochet du roi, mais ton frère aussi, accuse-t-elle. Et voici comment tu le remercies. En volant ses vivres. Un vrai coup de poignard dans le dos. L'énormité de cette accusation me dégoûte. Qu'est-ce qu'une malheureuse livre de farine, pour une école qui croule sous le luxe, pour le roi le plus riche du monde? Qui vole un œuf, vole un bœuf, assène Lucrèce. Et qui commet un crime doit être puni. Si cela peut te consoler, Toinette, ta sentence servira à instruire les pensionnaires de la grande écurie. Insensible aux appels à la pitié de la pauvre servante, elle lui attrape le bras droit avec cette vitesse rapace que j'avais déjà remarquée pendant l'épisode des roses vampiriques. Remontant brutalement la manche de la robe de coton, Lucrèce expose la marque de ponction de la servante, identique à celle que je porte secrètement à chaque bras, sous ma robe de brocart. Le code mortel stipule que tout voleur doit payer 3 fois le prix de son larcin, avec son sang, dit Lucrèce. Mais s'agissant du vol d'une propriété royale, il faut tripler la mise. Nous parlons donc de 9 livres de farine de première qualité, arrondissons à 10. Ce qui, en sang de roturière, équivaut à 1 litre plein. Un éclat sauvage brille dans les yeux bleus glaciers de l'écuyère, tandis que des exclamations étouffées parcourent la salle. Chacun a dû faire le même calcul que moi. Toinette n'est pas bien grosse. Elle n'a sans doute pas plus de 4 litres de sang dans l'organisme. On parle donc de lui prélever 1/4 du total. C'est énorme. Surage pose une mallette de cuir sur la table la plus proche et l'ouvre pour en sortir un matériel que je connais bien. Aiguilles, flacons et tubes de caoutchouc. Mon père utilisait les mêmes instruments chaque mois pour saigner sa propre famille et les gens du village. L'écuyer fait asseoir la servante frémissante sur une chaise. « Calme-toi, Toinette, » dit-il de sa voix grave. « Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. » Contrairement à Lucrèce, il ne semble pas se réjouir du châtiment infligé à la servante. Son expression professionnelle me rappelle celle de papa, lorsqu'il s'acquittait à contre-cœur de son devoir prescrit par le code mortel. « Il nous faut un volontaire pour pratiquer la saignée, » annonce-t-il, balayant la salle de son regard sombre. Plusieurs mains se lèvent, mais Lucrèce les ignore toutes et désigne Raphaël, bien qu'il n'ait pas levé la main. Au contraire, il se terre au fond de la salle, son habit noir se fondant dans l'ombre du mur. « Vous, caballero de Montesueño, dit-elle. Vous ne vous êtes jamais manifesté en cours d'art vampirique. Ce soir, c'est l'occasion. » Sous le turban ocre, le visage de Surage blêmit. « Pourquoi lui ?» demande-t-il. « Et pourquoi pas ?» rétorque cruellement Lucrèce. Au regard venimeux qu'elle lance à l'Indien, je devine qu'elle est au courant de son idylle malheureuse avec Raphaël. Pire, je pressens qu'elle s'en délecte. Son choix n'est pas innocent. Elle veut les confronter l'un à l'autre, parce qu'elle sait que rien ne peut les faire plus souffrir. Mais les anciens amants, eux, doivent garder le secret. S'ils se dérobaient, cela éveillerait les soupçons. Raphaël émerge lentement de l'ombre et marche jusqu'à la chaise où est assise Toinette, sans oser croiser le regard de Surage, sans qu'il ose croiser le sien. « Prenez cette aiguille, » indique l'écuyer. « Reliez-la à ce fin tube de caoutchouc. Connectez l'autre bout au plus grand des flacons, celui d'1 litre. » Surage utilise un vouvoiement brutal pour donner le change au spectateur et traiter publiquement son ancien ami intime en parfait étranger. N'y a-t-il que mes oreilles pour déceler l'infime tremblement dans la voix grave de l'Indien? N'y a-t-il que mes yeux pour voir ses épais sourcils noirs se froncer en observant la nuque de Raphaël occupée à sa tâche? Ce dernier s'exécute sans un mot, le métal et le verre s'entrechoquant. Maintenant pratiquez un garrot pour faire saillir la veine au-dessus du point de ponction. Enfoncez l'aiguille d'un geste sûr. Voilà. L'horrible ruissellement du sang dans le flacon emplit le silence, me rappelant toutes les fois où j'ai dû verser le mien. Je voudrais hurler, voler au secours de cette jeune fille dont le visage a pris une teinte blême et dont les pupilles frémissent de terreur. Toinette pourrait être moi, mes frères, tous ceux que j'ai aimés. Incapable de me contenir plus longtemps, accablé par la fièvre et les souvenirs, je m'exclame. « Il faut arrêter la saignée, elle ne la supportera pas !» Lucrèce me foudroie du regard. « Comment ça,
Arrêtez, gronde-t-elle. Avez-vous besoin de Bézique, Gastefrisch? Ne voyez-vous pas que le flacon n'est qu'à moitié plein? Une sueur glacée coule le long de ma colonne vertébrale. Dans ma tentative désespérée de sauver Toinette, je sais que je risque de me perdre. Mais je ne peux tout de même pas la laisser mourir sans rien dire. Pas besoin de Bézique pour voir que cette manante est à bout de force, dis-je. Prélever davantage la tuerait. Je m'efforce d'ajouter une remarque bien méprisante. Ce serait dommage de perdre une soubrette dans la force de l'âge, qui peut encore servir de nombreuses années. À cet instant, un claquement élastique résonne. Raphaël vient de faire sauter le garrot. Il retire l'aiguille du bras de Toinette et, de sa main aux ongles vernis de noir, applique une compresse sur le point de ponction. Gastefrisch, Montesueño, assez de sensiblerie, s'emporte Lucrèce, faisant cliqueter les lames articulées de son gantelet de fer pour manifester son impatience. La loi est la loi. Le flacon doit être rempli jusqu'à ras-bord avec le sang de la coupable. Un sourire mauvais étire soudain ses lèvres fines. À moins que l'un de vous préfère offrir son propre sang pour terminer la saignée. Ma respiration se bloque, mes jambes flageolent. Si je montre l'un de mes bras nus, exposant la cicatrice de la ponction, c'en est fini de moi et de ma vengeance. Un balbutiement monte à mes lèvres tremblantes. Je me propose pour finir le remplissage, m'interrompt Raphaël. Un murmure stupéfait parcourt la salle. On ne va tout de même pas prélever un noble, s'indigne Surage, livide. Ce n'est pas possible. Peut-être pas aux Indes, mais dans la Vampiria, si, s'écrie Lucrèce. Le code mortel nous y autorise, article 23. Elle se met à réciter un extrait de l'horrible diktat qu'elle semble connaître par cœur. En cas d'incapacité d'un débiteur à payer sa dette de sang, celle-ci pourra être réglée par un mortel de rang égal ou supérieur. Pour la première fois, les regards de Surage et de Raphaël se croisent. Il me semble voir la foudre se matérialiser entre le guerrier indien aux yeux noirs et le cavalier espagnol aux yeux verts. Dédain et défi, déception et désir, amertume et amour. Lucrèce se désintéresse de moi. Tourmenter son coéquipier semble l'amuser bien davantage. Elle s'empare d'une nouvelle aiguille et d'un nouveau tube dans la mallette, qu'elle remet à l'écuyer tétanisé. « Allons, Surage !» jubile-t-elle. « Tu as abattu des goules par dizaines aux innocents, avec ta fameuse dague à double lame. Tu peux bien pratiquer une petite piqûre. » Toinette s'éclipse d'un pas chancelant, tout en balbutiant de faibles remerciements, et l'Espagnol prend sa place sur la chaise. L'aiguille tremblante s'approche du bras aux veines rendues saillantes par le garrot. Je ne sais plus si ce sont les doigts de Surage qui frémissent, ou bien mon corps fiévreux qui grelotte. Au moment où l'aiguille s'enfonce dans la chair de Raphaël, j'ai l'impression délirante que c'est la mienne qu'elle transperce. Je me souviens de la douleur de toutes les saignées pratiquées depuis mon enfance, de la honte de toutes les dîmes versées dans des centaines de flacons estampillés à mon nom. Comme si j'étais d'un seul coup vidée de tout mon sang, la tête me tourne. La salle tourbillonne et les ténèbres m'emportent.